Alain, vous étiez à la Javie en 1986 et vous avez été le témoin d'une certaine activité. Oui, donc d'une certaine activité, en fait, on va dire d'une rencontre avec une personne. Donc pour situer le contexte, donc j'avais pris l'habitude d'aller camper depuis l'année 83, chaque année, euh, donc à la Javie, précisément un peu plus loin, c'est-à-dire dans la vallée de la Bléone, près du village de Prats. Et donc chaque été, donc depuis l'année 83, je campais certainement un mois environ par an, pas forcément en continu, mais j'avais vraiment cette habitude-là. Et donc, en 86, l'été 86, alors je ne sais plus si c'était, je pense que c'était en juillet, mais j'en suis pas certain. Donc, j'avais établi mon campement avec des amis et avec l'autorisation de la municipalité, tout ça, quoi. Camping semi-sauvage. Et à ce moment-là, s'approche un personnage un peu curieux, bon, un gars d'environ 50 ans, habillé un peu à l'ancienne, qui vient vers nous et qui tout d'un coup me demande alors, vous les avez vus? Et moi, à ce moment-là, j'étais absolument au courant de rien. Donc, je l'ai pris vraiment pour un uluberlu qui. Je me suis dit, je ne sais pas de quoi il me parle. Il y a un code, il y a quelque chose. Et donc, bon, la personne, visiblement, voyant qu'on ne pouvait pas la renseigner, est partie comme ça, donc remonter dans sa voiture, et voilà. Mais ça a été le début un petit peu de, on va dire, j'ai quand même eu la puce à l'oreille, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici, quoi. Et pour corroborer cette série d'événements, vous avez recueilli un chien aux étranges facultés. Voilà, donc c'est à ce moment-là aussi que l'on a trouvé un chien qui avait un aspect tout à fait banal, qui à l'époque devait avoir entre 6 et 8 mois, donc il n'était pas encore adulte, et donc qui était abandonné. Alors on a commencé par interroger un petit peu les gens de la vallée, pour savoir notamment, il y avait un berger avec qui on avait sympathisé, pour savoir si ce chien était à quelqu'un. Et visiblement, ce chien n'était à personne, et personne ne l'avait jamais vu auparavant. Il, il venait d'arriver. Donc, du coup, bon, nous, comme on campait, on a gardé ce chien pendant une quinzaine de jours. Et puis, on s'est dit, on va rentrer, qu'est-ce qu'on fait du chien? On commence à faire les préparatifs du départ. Et le chien commence un petit peu à s'agiter. On voyait qu'il n'était pas très content de ce qui se passait. Et donc, moi, j'étais en moto et on avait aussi une voiture. Donc, j'avais deux amis en voiture et moi en moto. On décide de faire partir la voiture d'abord et que moi je reste un petit peu parce que visiblement il était sur les starting blocks. Alors, la voiture s'en va, moi j'attends encore 10 minutes et puis je me dis bon c'est bon je vais y aller. Alors j'avais à cette époque-là un petit trail 125 XLS mais qui marchait bien sur les petites routes et donc je démarre et le chien bon commence à me courir après quoi. Donc il était derrière la moto. Alors, je me suis dit, bon, c'est pas bien grave, il court après. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, c'est dangereux pour lui qu'il soit sur la route en train de courir. Je vais accélérer pour le lâcher. Et comme c'était une toute petite route, c'était impossible pour moi de rouler à plus de 60-70. Mais je me disais, à ce rythme-là, je vais le lâcher. Et puis, je me rendais compte que dans le rétroviseur, il était toujours là. Donc, je n'arrivais pas à le lâcher. Et ça a duré plusieurs kilomètres. Donc il était derrière moi, compteur à 60, et au bout de 3 ou 4 kilomètres, il était toujours là. Je n'ai pu le lâcher que arrivé sur une ligne droite qui devait faire peut-être 500 mètres. Là, j'ai pu monter à 80, 90, et effectivement, je l'ai vu dans le rétroviseur ralentir puis s'arrêter. Bon, et ensuite, donc, j'ai pu continuer mon chemin. Oui, donc là, c'était en fait le début de mes aventures avec ce chien, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, arrivé à Marseille, à l'époque avec ma compagne. Donc, on a discuté de ce chien en disant, bon, le pauvre, il est resté seul là-bas, il est à personne. Finalement, peut-être on pourrait s'accommoder d'avoir un chien, puisque l'appartement est grand, on peut le sortir, se relayer, machin, tout ça. Donc, on ramène ce chien à la maison. Au début, il n'avait pas un comportement différent des autres chiens. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il faisait des choses qui n'étaient pas tout à fait
normal, entre guillemets, pour un animal. Notamment, bon, quelques anecdotes. Il était capable de sauter donc, un muret d'1,20 m sans élan et en plus en étant parallèle au muret. C'est-à-dire il faisait ça. Ce que je n'avais jamais vu, qui me semble physiquement pas possible en réalité. Et pourtant, lui le faisait. Ou alors, il partait en courant avec un bâton de 2 mètres entre les dents. Et il passait dans une arcade de jardin qui devait faire 1,20 m de large. Et je me suis dit, il va se casser les dents. La première fois qu'il a fait ça, il va se casser les dents. Je ne voulais même pas regarder. Et au dernier moment, arrivé à l'arcade, il a juste penché ce qu'il fallait pour que ça passe, mais tout juste. Donc là aussi, je me suis dit, il a quand même un sacré coup d'œil. Autre chose aussi, il était capable de sauter de pratiquement de l'équivalent plus que d'un étage, pas tout à fait 2 étages, mais enfin d'une hauteur de 6 mètres, de sauter dans le vide et de se ramasser sans avoir le moindre problème, quoi, comme s'il avait plané. Enfin, il arrivait en bas, tac tac, il repartait en cavalant. Il sautait de la voiture en marche aussi. C'est-à-dire que quand on avait, à l'époque, on avait une 2 chevaux, donc par la petite vitre de la 2 chevaux qui s'ouvre comme ça, là, donc il y a une moitié de vitre, il arrivait à sauter de l'arrière, passer sans rester coincé, la voiture roulant à 40 à l'heure à peu près, et atterrissait sur la route, tranquillement, voilà, reprenait son petit pas de course. Donc voilà, il avait ça. Aussi, une chose qui m'a étonné, c'est que plusieurs fois, il s'est retrouvé dans des conflits avec d'autres chiens qui le faisaient facilement 2 fois. Et là, à ma grande surprise, il arrivait à avoir le dessus, mais très vite et d'une manière spectaculaire sur des chiens donc énormes qui essayaient de l'attaquer. Donc je l'ai vu se battre avec un briard, par exemple, qui était conséquent. Et en l'espace de 30 secondes, on aurait dit un dessin animé, c'est-à-dire il tournait autour comme un tourbillon, et il l'a mordu partout, c'est-à-dire que le briard était complètement, pas déchiqueté, mais enfin il avait subi des dizaines de morsures, lui n'avait absolument rien. Et ça s'est répété plusieurs fois avec d'autres chiens, ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais même un peu embêté. Je- Quand je sortais, je regardais bien s'il n'y avait rien autour, parce que c'était quand même gênant, quoi. Oui, une anecdote remarquable aussi concernant ce chien, bon, que l'on avait appelé Brador, c'est qu'un jour, donc ça devait être 87 ou en 88, la rivière La Bléone, donc près de la Javie, là où on campait chaque année, était en crue, mais alors une crue impressionnante, c'est-à-dire que la Bléone, qui est en principe une rivière assez tranquille, s'était transformée en monstre de boue avec des rochers qui étaient emportés, des troncs d'arbres, enfin un truc incroyable, c'est-à-dire le débit avait dû être multiplié par 10, donc c'était une crue majeure, et de quoi faire peur. Et je me trouvais sur le bord donc avec un ami, mais un ami un peu casse-cou. Et donc moi qui étais effrayé par toute cette eau qui grondait, je le vois lui s'avancer, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais Et puis d'un coup il prend un bâton et il le lance dans la rivière. Et là, à ma grande surprise et à mon grand effroi, le chien s'élance dans l'eau boueuse, disparaît. Et là, bon, je me dis, ça y est, c'est fini. Il s'est noyé, il s'est fait fracasser dans les rochers. Voilà, j'étais complètement dépité. Et quelques secondes après, je le vois ressortir, mais 100 mètres plus loin, le bâton entre les dents, et revenir à nous, enfin, vers nous en s'ébrouant. Et là, je me suis dit, bon, là aussi, c'est anormal. Quiconque tombe dans ce torrent en furie, bon, doit forcément se noyer, être fracassé dans les rochers, et en plus retrouver le bâton, quoi. C'était le comble, quoi. En 1987, vous êtes retourné à la Javie pour recueillir des informations auprès des habitants du village qui, justement, auraient été témoins de cet atterrissage d'OVNI. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc, quand j'avais rencontré la première personne, je n'étais au courant de rien. Mais ensuite, j'ai appris, par les journaux, en ayant discuté avec certaines personnes, j'ai appris donc
que ces événements donc, se seraient passés à la Javie. Et ma curiosité donc étant aiguisée, j'ai quand même voulu interroger un peu des gens qui pouvaient être les témoins directs de tout ça. Et j'ai essayé plusieurs fois d'engager la conversation avec des personnes différentes. Alors, à l'époque, il y avait un pasteur qui faisait berger aussi, qui habitait là, et avec qui on avait sympathisé, le maire de la commune aussi. Et j'ai constaté que toutes ces personnes, donc, à qui j'essayais de poser des questions, ont toutes fait mine de... Enfin, ont changé de sujet, ont pas du tout même répondu à côté, ont tout de suite vraiment bifurqué, parlé d'autre chose. Et je suis resté chaque fois complètement interloqué parce que je me disais, mais visiblement ils évitent le sujet, mais d'une manière radicale et lapidaire, c'est-à-dire c'est même pas, on ne sait pas, on n'est pas au courant. Non, c'est carrément la question n'a pas été entendue, quoi. Et même répétée parfois. Alain, merci d'avoir bien voulu témoigner.